nous retrouvons chaque dimanche pour analyser, commenter et décrypter les grands sujets qui ont marqué l'actualité nationale et internationale au cours de la semaine. Les journalistes qui traitent l'actualité au quotidien se retrouvent en fin de semaine pour donc jeter un regard critique sur cette même actualité. Alors pour ce dimanche, 4 sujets sont au menu de débat de presse. Nous parlerons du sommet du G5 Sahel et de la visite de la chancelière allemande Angela Merkel au Burkina Faso. La journée mondiale de la liberté de la presse célébrée le 3 mai est également au menu. La grève des enseignants nous intéresse également ce dimanche et en page internationale, nous parlerons de la situation politique au Bénin au lendemain donc des législatives du 28 avril dernier. Pour débattre de tous ces points de l'actualité, je suis en compagnie de 3 confrères de la presse nationale pour le moment. Sur la table, nous avons Joacin Vokouma de Kasseto.net. Bonjour. Bonjour. Autour de la table également Dieudonné Zungrana de Aujourd'hui au Faso. Bonjour. Bonjour. Nous avons avec nous Bourema Ouedraogo donc du journal Le Reporter. Bonjour. Bonjour. Et nous attendons d'un moment à l'autre Hyacinthe Sanou de Omega FM. Nous espérons qu'il va nous prendre donc au cours de cette émission. Alors, cette semaine, la chancelière allemande Angela Merkel a effectué une visite de 48 heures au Burkina Faso. La coopération bilatérale était au menu. Il a surtout été question de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Angela Merkel donc a participé au sommet extraordinaire du G5 Sahel en présence des 5 chefs d'État donc du G5. Alors peut-on donc percevoir la présence de Merkel donc comme un espoir pour le financement de la force conjointe du G5 Sahel? Bourema. Oui, je crois que déjà, l'Allemagne Merkel vient confirmer l'intérêt de l'Allemagne à financer les G5 Sahel parce que le gros problème des G5 Sahel, c'est qu'on a une organisation qui s'occupe de 2 questions fondamentales, à savoir la sécurité et le développement, mais qui manque absolument le moyen pour l'un et l'autre. Et c'est ça tout le problème des G5 Sahel. Et l'Allemagne fait partie justement des pays qui ont annoncé les grands moyens effectivement pour accompagner les G5 Sahel. Et en faisant le déplacement de Ouagadougou et pour participer justement à ce sommet, je me demande si le sommet n'a pas été convoqué expressément pour recevoir Angela Merkel à Ouagadougou, même si ce n'est pas dit, ça n'allait, parce que les préoccupations qui ont été portées par le président du Faso, le président du G5 Sahel à Angela Merkel, c'est comme si effectivement tout a été préparé effectivement pour confier un certain leadership au niveau des partenaires techniques et financiers du G5 Sahel à Angela Merkel. Est-ce que... Alors c'est la France qui était entre griffes considéré donc comme le partenaire officiel donc de ces 5 États africains, donc les 5 du G5 Sahel. Est-ce que cette ouverture à l'Allemagne ne pose pas de problème? Il me semble que ce n'est pas une ouverture. Depuis le début, l'Allemagne n'a pas fait mystère de sa volonté effectivement d'accompagner les G5 Sahel. Peut-être que la France, le soutien de la France s'inscrit dans une sorte dans un autre cadre, notamment sur le plan logistique et militaire, parce que vous savez que la France a un détachement militaire Barkhane dans la zone, notamment au Mali et au Burkina et au Niger. Et la France a une base militaire au Tchad également. Donc, sur le plan logistique, effectivement, la France reste un partenaire stratégique pour le G5 Sahel. Mais au-delà justement des moyens financiers, des moyens logistiques, il faut, puisqu'on ne fait pas le développement avec les armes, ni avec des forces armées seulement, il faut des ressources. Et l'Allemagne, effectivement, peut apporter ces ressources-là. C'est des milliards qui ont été annoncés depuis le début par l'Allemagne. Angela Merkel a pu peut-être confirmer effectivement son soutien, même si effectivement on sait que la France reste à l'affût, parce que à partir du moment où les G5 Sahel a eu des difficultés à faire adopter le principe, à se faire adouber par les Nations Unies. Oui. Donc il y a effectivement un problème de mobilisation des ressources au plan international. On ne peut pas compter sur l'ONU pour financer les activités du G5 Sahel. Justement, il y a des gens qui pensent que le G5 Sahel, les États en tout cas, ont plus intérêt à peut-être se financer
eux-mêmes à financer donc cette force conjointe pour lutter contre le terrorisme. Pourquoi ne pas compter justement sur les ressources propres pour financer la force conjointe de données? Ben, tout simplement parce que les 5 pays n'ont pas les moyens. S'ils en avaient, ils n'allaient pas battre le... Mais ce n'est pas de la mer à boire également quand on regarde 5 pays indépendants pour mais vous savez bien le que budget. Il y a tellement de choses à faire que, et puis pour pouvoir combattre ces djihadistes-là, pour faire face à cette guerre asymétrique-là, ce n'est pas vraiment déjà que nous râlons à pouvoir joindre les deux bouts pour payer nos salaires, pour construire des écoles. Bon, c'est vrai que la sécurité n'a pas de... Mais je crois que, bon, tout simplement parce que nous n'avons pas les moyens. Mais c'est vrai que l'idéal serait que les 5 pays-là financent eux-mêmes leur sécurité. Cela me semble évident. Mais je crois que si on veut faire une lecture en creux de cette visite, certains penseront que Merkel vient en alternative à Macron. Parce qu'on a vu que c'est la France qui est à la pointe, en tout cas, du rassemblement, en fait, de la collecte de l'argent de ce G5-là. On a vu avec le sommet des bailleurs de fonds à Bruxelles, on a vu le sommet de Nouakchott. Et aujourd'hui, l'Allemagne aussi profite de son offensive diplomatique pour un peu asseoir ses bases. Parce qu'on a vu qu'aujourd'hui, en matière d'aide au développement, l'Allemagne dépasse la France. Elle est à autour de 18 milliards qu'elle a injectés en Afrique, alors que c'est plus que la France. L'Allemagne a 850 soldats à Gao. Donc tout ça, la chancelière est allée pour voir ça, mais je pense qu'elle a aussi été honnête en disant que l'Allemagne ne marche pas sur les plates-bandes de la France parce qu'il faut reconnaître qu'en matière d'extériorisation des troupes, la France est plus que vraiment présente parce que l'Allemagne ne peut pas se comparer à la France. Il y a ça. Mais il y a le fait aussi quand même qu'on aura le temps de revenir. Et elle est venue aussi pour écouter quand même les Africains sur le problème libyen. Vous savez bien que le président du FASO et président en exercice du G5 Sahel a longuement parlé de cette Libye. Oui, sur ce plan, certains considèrent les propos, en tout cas du président du FASO, comme des propos de vérité face donc à l'Occident qui a déstabilisé, entre griffes, mais ça, c'est une lapalissade, puisque nous savons que depuis que, comme l'appellent ses compatriotes, le caïd Astahoura, le guide de la révolution, a été tué en octobre 2011, mais c'est devenu le verrou que constituait cette Libye a sauté. Oui. Et il y a non seulement les supplétifs kadhafiens qui sont rentrés au Mali et qui sont rentrés au Burkina et qui évoluent. Une actualité chassant une autre, on voit que ça évolue même vers le Bénin, le Togo. Donc, Angela Merkel a dit en aparté aux 5 chefs d'État que elle regrette un peu d'avoir voté la résolution qui avait permis en 2011 d'attaquer la Libye. Elle l'a dit, ce qui avait donné à Sarkozy le droit d'attaquer. Elle dit qu'elle regrette ça. Elle a même dit qu'aujourd'hui, parce que je pense aussi que les Africains, on aura le temps peut-être d'en parler, demandent à ce qu'il y ait un homme fort en Libye, en l'occurrence Haftar. Parce que les Africains aussi, actuellement, les 5 là, sont de plus en plus pour Haftar. Et je crois que Merkel aussi... On va certainement revenir sur donc il y a tout ça qui fait que... Je finis et puis moi je pense aussi que c'est une tournée d'adieu parce que vous savez que elle est partante, une tournée. Elle sera plus candidate en tout cas. Voilà, même si elle a demandé à partir à la tête de la CDU en octobre 2018, même si elle va rester comme le chancelier de la coalition gouvernementale jusqu'en 2021, elle vient quand même pour dire au revoir à l'Afrique. D'accord. Alors Vokuma, comment vous analysez en tout cas cette visite de Angela Merkel depuis ce sommet extraordinaire du G5 Sahel? Oui, juste pour rebondir à ce que disait Dieudonné tout à l'heure, l'attaque de Libye a commencé avant le vote de la résolution de l'ONU.
Le vote est venu, venu légaliser. Oui, mais non, mais je veux dire, donc l'attaque n'a pas été faite sur le fondement d'une résolution de l'ONU. L'ONU est venue entériner une attaque parce que, voilà, d'une certaine manière. Donc j'avais même évoqué ça ici en disant que, avec l'ironie, en disant oui, que on se rappelle, oui. Voilà. Donc que Mme Merkel vienne participer à ce sommet, comme disait Bourema, de façon opportune, comme par hasard, sa visite coïncide avec le sommet extraordinaire du G5. Pour moi, c'est une manière de mettre le pied dans l'affaire du G5. Parce que jusque-là, c'est la France qui pilotait l'affaire. Comme l'a souligné Dieudonné, l'Allemagne a des militaires dans le Sahel. Depuis la MINUSMA jusqu'à la MINUSMA, il y a des militaires allemands qui sont dans le Sahel, qui luttent contre le terrorisme. Et vous savez, pour l'acquisition des équipements du G5 Sahel, tous les fonds passent par Expertise France. C'est un organisme public donc, qui gère ces fonds-là et qui est chargé d'équiper, de livrer du matériel d'équipement au pays du G5. Il devait le faire une première partie en février. Ça n'a pas été fait. Et d'ailleurs, les chefs d'État ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents parce qu'ils estiment que la France ne joue pas franc jeu dans ce combat. Non seulement les équipements ne sont pas livrés à temps, mais en même temps, on ne leur met pas à leur disposition les fonds qu'ils pourraient utiliser pour acheter les armes sur le marché international, peut-être moins cher que les équipements qui auraient été proposés par Expertise France. Donc, pour moi, l'arrivée de Merkel dans ce dossier-là, ce n'est pas seulement non plus pour nous donner un coup de main comme ça. Il y a aussi un fonds à capter. Je veux dire, l'industrie de la guerre, c'est aussi du business. Même si l'Allemagne n'est pas le grand pays vendeur d'armes, mais il y a aussi, c'est un pays aussi qui vend des équipements de sécurité, d'écoute et de combat. Oui. Et ils sont aussi dans la formation surtout. Dans la formation, mais il n'est peut-être pas interdit de penser qu'ils ne veulent plus laisser seule la France gérer cette affaire-là. Et si elle vient assister au sommet et ensuite elle prend son avion, elle va au Mali, elle va au Niger, c'est pour mieux comprendre le fonctionnement du dossier et voir comment l'Allemagne peut se positionner. Et j'ajoute qu'elle a quand même une oreille plus attentive que Macron. J'ai discuté avec les conseillers de certains chefs d'État qui m'ont dit que nos chefs d'État étaient tellement agacés, irrités par la manière condescendante avec laquelle Macron leur parle, s'adresse à eux. Voilà, un gamin de 42 ans, enfin, en griffe. Mais bon, oui, voilà, est-ce que cette ouverture, comme je le disais, va mettre plus de pression sur la France maintenant, qui va peut-être prendre, entre griffes, plus au sérieux le dossier G5 Sahel? Pourquoi pas? S'il y a un partenaire, parce que dans l'Union européenne, l'Allemagne, c'est quand même la première puissance économique. Oui, bien sûr. Si la chancelière s'intéresse davantage, un peu plus à cette affaire-là et met le pied dedans, son successeur aussi ne va pas quitter les sentiers qu'elle va tracer. Ça va forcément pousser la France à faire attention dans la gestion de cette affaire. Mais je ne pense pas que... Parce que vous savez aussi, les grandes puissances, la locomotive de l'UE, c'est la France et puis c'est l'Allemagne. Mais je ne pense pas qu'au pied levé, l'Allemagne va vraiment remplacer comme ça. Parce que comme elle l'a dit, c'est clair, en matière de troupes sur le terrain, l'Allemagne ne peut pas vraiment rivaliser. Parce que quand on prend Barkhane, bon, quand même, c'est les tricolores. Donc, peut-être qu'ils vont partager la poire où chacun va se... Mais vous savez, les grands, ils viennent, mais en réalité, chacun sait ce que corps jouer. En fait, c'est avec nous, souvent, les Africains, on vous fait croire. Mais après, ils se retrouvent et, en tout cas, ils essaient de partager les rôles. Moi, personnellement, je ne pense pas que c'est au pied levé comme ça que l'Allemagne va vouloir vraiment remplacer la France dans ce dossier. Peut-être qu'ils vont... C'est pas un remplacement, mais comme je l'ai dit, est-ce que ça ne met pas plus de pression sur la France qui peut-être va résoudre certains problèmes, en tout cas de manière plus diligente, si on peut
On peut le dire ainsi. Oui, c'est pour ça que j'ai dit au début, certains voient en Merkel une alternative à Macron. Ça, c'est la grande question. Mais c'est au fil du temps qu'on verra. Mais elle, en écoutant Merkel, on sent qu'elle dit qu'elle est venue peut-être en complément de ce que la France fait, mais pas pour, au pied levé en tout cas, essayer de remplacer cette France-là. Il n'est pas question donc de remplacement, en tout cas selon vos analyses. Oui, Hyacinthe. Alors je pense effectivement qu'il n'est pas question de remplacement. Et pour moi, la coïncidence de deux événements, la visite et le G5 a été peut-être calée diplomatiquement pour permettre justement de poser le problème à Merkel. Parce que là, je pense que elle est peut-être attendue comme ambassadrice du G5 Sahel pour lever le goulot d'étranglement des fonds. Parce que vous savez que, justement, vous comment l'a un peu expliqué, il y a un goulot d'étranglement pour le décaissement des fonds au niveau du panier commun. Mais jusqu'à présent, il y a même des décaissements qui ont été faits, des fonds qui sont alloués, mais aujourd'hui, la procédure est assez compliquée pour décaisser donc, les fonds. Donc aujourd'hui, l'exposé a dû être fait en tout cas à Merkel, plaidoyer aussi pour qu'elle puisse, elle, porter cette voix-là auprès de qui de droit, et aussi elle est membre de l'Alliance Sahel en même temps. Donc tout ce qui est bailleurs de fonds qui veulent investir, qui veulent aider le Sahel, elle pourra porter le projet, parce que ce n'est pas que l'angle militaire, il y a tout ce qu'il y a comme volume de développement qui absorbe beaucoup plus de fonds. Bien sûr, oui. Bourema. En fait, j'ai l'impression que tout ça, c'est de la comédie, quoi. Nos chefs d'État, effectivement, viennent une fois de plus avec ces G5 Sahel-là, d'infantiliser l'Afrique. Parce que, comment on peut comprendre que 5 pays africains puissent mettre en place une structure régionale et que c'est un organisme public français qui doit gérer les fonds et gérer les commandes dans un contexte aussi délicat? Est-ce que, franchement, moi j'ai un problème, ça ne pose pas un problème éthique au chef d'État? Mais puisque les fonds viennent d'ailleurs, oui, que les fonds viennent d'ailleurs, les fonds ne viennent, que les fonds viennent d'ailleurs. Non, moi je dis que nous sommes c'est une question de capacité de non, c'est une question de capacité mieux placé pour non, c'est une question de capacité de négociation et de principe aussi qu'on doit poser vis-à-vis des autres. Parce que en fait, c'est quoi? Notre misère ne doit pas être prétexte pour que les autres nous prennent pour des moins que rien. Mais notre passif aussi ne joue pas notre faveur. Oui, mais c'est ça aussi, mais c'est ce que je suis en train de dire. Si on facilite le principe... Non, mais de détournement, là c'est notre malgouvernance. Mais c'est pour ça que je dis, c'est de notre responsabilité à tous. Parce que si on continue à avoir des gouvernants corrompus, détournés à la tête de nos États, les gens vont continuer à nous traiter comme des moins que rien. Mais le jour où on va se réveiller, qu'on va faire en sorte qu'on pense qu'en politique, on peut aussi trouver des Africains qui soient capables de gérer le bien commun sans effectivement penser à leurs pinces et à leurs poches avant de penser aux autres. Ce jour-là, les autres vont nous respecter. Pour revenir aux G5 Sahel, on n'a pas besoin. Ça dit, on déplace le problème. Parce que, en fait, ce qu'on va assister, c'est quoi? C'est une sorte, on est en train de voir si on peut créer une sorte de confrontation, ou en tout cas, Allemagne-France, de rivalité pour régler nos problèmes. C'est pas comme ça que ça marche. C'est sûr que Angela Merkel, dès qu'elle atterrira à Berlin, elle va peut-être appeler Macron, on va voir comment ils vont régler le problème. Parce qu'effectivement, il serait de l'intérêt de l'Allemagne que les fonds publics allemands ne soient pas effectivement bloqués par un organisme public français. Ça, peut-être, ces questions-là, ils vont régler ça. Mais est-ce que nous, on a besoin de tout ça pour arriver à un tel résultat? C'est la question de fond qu'il faut qu'on commence à se poser. Oui, mais c'est ce que je disais. Est-ce que les 5 ne peuvent pas s'autofinancer pour gérer cette affaire? Oui, justement, on aurait pu, effectivement. Non, la question de fond, quand on dit qu'on est pauvre, il faut qu'on commence à repenser aussi à comment fonctionnent nos États. Si nous avons des gouvernants qui ne sont pas capables de penser à une restriction. Quand on parle de restriction du train de vie de l'État aujourd'hui au Burkina, mais c'est un serpent de mer. Qu'est-ce qui change dans le fonctionnement de nos institutions? Qu'est-ce qui change dans le traitement de nos ministres, de nos présidents d'institutions, de nos directeurs généraux et autres? Est-ce qu'ils ont renoncé au bon dessin, ils ont renoncé aux véhicules de luxe, ils ont renoncé à tout ça? Oui, mais on commence par ça. Quand on commence par fonctionner avec le strict minimum en montrant qu'on s'est engagé pour la patrie, à partir de ce moment-là, on peut se faire respecter par les autres parce qu'on comprend
qu'il n'y a pas seulement que le manque de moyens. Parce que notre problème, justement, les autres ne prennent pas au sérieux. Pas parce qu'on manque pas de moyens, mais parce qu'aussi, on gère mal le peu qu'on a. Il y a ça, mais je pense aussi que, effectivement, la pauvreté n'explique pas ça. Et Vokouma parlait tout de suite. Mais il ne faut pas croire que les 5 chefs d'État, ils sont contents. Ils ne sont pas contents de cette attitude française qui veut justement gérer, comme on dirait, ces fonds équestres-là pour la guerre. Ils ne sont pas contents, mais ils n'ont pas le choix. Parce que quand on dit un sommet pour mobiliser les fonds, qui est au devant de l'affaire? C'est la France. C'est la France qui est l'avocate, que ce soit à Bruxelles ou ailleurs. C'est la France, c'est Macron qui convoque, qui sonne le Bruxelles pour rameuter le bas et l'arrière-ban des contribuables. Pour dire, malgré ça, on n'a pas encore bouclé notre budget. C'est la France qui met ses soldats à Bamako, à Gao et autres. Donc, il y a ça. Et il y a aussi ce lien historique. Je crois aussi que ce que vous dites, ça ne suffit pas. Qu'on diminue le train de vie de l'État, il y a tout ça. Mais c'est des efforts personnels qu'on fait. Maintenant, il nous faut trouver, si on doit trouver les moyens, qu'on essaie de les trouver pour le moment, commencer à s'occuper de notre sécurité. Ensuite, les autres viendront. Mais ça va être difficile parce que pour le moment, on n'a pas vraiment, parce que c'est de gros moyens. Et aujourd'hui, il ne faut pas demander au Burkina, au Niger, de trouver ces moyens-là pour faire face à cette guerre asymétrique-là. Ça aussi, c'est la réalité. Alors, votre réaction, en tout cas, sur les propos qui viennent d'être... Non, je pense que pour la question de moyens, il faut être clair. On n'a pas la capacité. Un, parce que le G5 Sahel, dans son développement, pour les questions de développement et de sécurité, sont logés dans certaines parties seulement des 5 pays membres. Donc, vous ne pouvez pas, aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a, on connaît les problèmes de ces 5 pays-là, et notre classement, en tout cas dans le pays les moins riches, pour utiliser un terme plus gentil, donc, il ne peut pas tenir compte de ça et vouloir venir financer. Est-ce que ce n'est pas une question de volonté? Ce n'est pas une question plus de volonté la réduction du train de vie de l'État qu'on génère ces genres de fonds. C'est une question de capacité. Rien que pour le forum, il a expliqué aujourd'hui, pour pouvoir même mobiliser les fonds pour le G5 Sahel, il faut un autre pays tiers pour donc servir d'ambassadeur. Et voilà le problème. Alors, vous avez un ensemble un panier commun qui est créé d'un ensemble de bailleurs de fonds. Et donc, forcément, les bailleurs de fonds posent des conditions. Ah, on ne veut pas que ce soit on pose des conditions. Et c'est tout ça qui bloque aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes bloqué dans tout un engrenage. Malheureusement, c'est vrai, il y a le passif qui est là. Nous ne sommes pas des exemples de bonne gouvernance par le passé, ni de bonne gestion de certains fonds. Mais il y a tout ça qui concourt justement à créer ce problème de sentiment aujourd'hui dans le G5 Sahel. D'accord, oui, beaucoup moins. Je voulais juste préciser une chose, que l'ADN du G5, c'est la lutte contre le terrorisme. C'est ça l'objectif principal du G5 Sahel. Oui, même si les questions de développement ont été greffées aussi. Quand on vient greffer des questions de développement, on dilue l'affaire, donc on dilue encore les moyens, on manque encore des moyens et finalement on va mais l'argument est que quand il y a la pauvreté, c'est un terreau fertile. Tous les pauvres ne sont pas des terroristes. Donc des terroristes. Donc il faut lutter aussi contre cette pauvreté. Il y a 40% de la population burkinabé qui est pauvre, en dessous du seuil de pauvreté. C'est-à-dire qui ne peut pas réunir 150 000 francs par mois, par an. Si tout le monde là, si tous ces gens-là devaient verser dans le terrorisme, on ne va pas s'en sortir. Moi, je ne suis pas favorable à cette thèse. Ça ne me dit pas grand-chose. J'ai dit une chose. En diluant les maigres fonds qu'on a, on ne vaincra ni le terrorisme et on ne fera pas le développement. On va retrouver à la case départ. Malheureusement, il est aussi prouvé que terrorisme et puis paupérisation vont de pair parce que c'est sur le terreau. C'est sur le terreau. Voilà, c'est sur le terreau de la pauvreté qu'on ne dit pas que c'est sur les 40% qu'on va prélever. On parle du Sahel. Pourquoi? Donc, malheureusement, c'est ça que. Ceux qui sont allés frapper les 2 tours de Washington, là, vous savez, ils ont payé des cours de pilotage privés. Dans des privés. Si on va extrapoler, le terrorisme, c'est pas la pauvreté qui explique le terrorisme. Si vous dites ça quand même, ça c'est quand même un peu fort de café, c'est quand même la pauvreté quand même liée. On ne dit pas que c'est le tout, mais quand même, il y a un lien. Si on veut couper ce lien insécable là, alors là, on fait... Parce que c'est... Regardez-les.
Mais non, c'est qu'on dit. Quelqu'un même avait écrit que le jour où ça va chauffer à Ouaga, vous voyez les garibous qui tiennent les boîtes et autres là. Ils vont jeter ces boîtes et c'est ces mêmes gars-là qui vont prendre des calaches et autres pour pouvoir. Donc, vraiment, ne pas faire ce lien-là. Moi, je ne sais pas. Non. On ne dit pas que les Attention. 40% des Burkinabés qui sont pauvres, c'est tous des terroristes. Non, c'est- Mais non, c'est pas ce qui a été dit, on n'a c'est jamais pas ce dit qui ça. a été dit. Voilà, Mais c'est pas non, ça. on a dit Mais tout le simplement, on a le dit lien entre tout pauvreté simplement que- et puis terrorisme, Voilà. quand même, Alors, ne peut pas être coupé. Ça, C'est ce pour bien qu'on dit. cela que donc, Voilà. les chefs d'État ont Voilà, décidé donc, d'investir aussi dans le développement dans les régions qui sont Voilà. touchées par ces terrorismes. Ah, Alors on va fermer ce Je veux chapitre juste- parce je veux juste dire un petit qu'on mot est par rapport un à peu ce qu'il bousculé a dit. par les temps Très vraiment. rapidement. Oui. Non, il faut qu'on comprenne. Quand il dit que le lien entre développement et terrorisme fait dans le cas des G5 Sahel contribue à diluer le problème, ça ne veut pas dire qu'il rejette le fait que la pauvreté peut expliquer le terrorisme. Mais en diluant les questions du développement, la question du développement devrait être Oui, une question mais souveraine. justement, c'est Elle devrait être une question souveraine des États. Non. le militaire sur Oui, le terrain. non, en fait, ça veut dire- Est-ce que ça résout le problème Le de façon problème de militaire fond, uniquement? le problème de fond, c'est qu'ici, ça déresponsabilise les États sur les responsabilités entières sur le développement de tous les territoires de leurs pays, respectifs. C'est ça la question de fond. On ne débat pas les premiers responsables. Mais pour faire le lien justement, ces zones-là sont parmi les plus avancées, parmi les plus pauvres. Mais c'est la responsabilité des États On a d'abord. compris vos différentes positions Pourquoi sur... aujourd'hui il y a le péril migratoire? Pourquoi il y a ces nouveaux boat people là qui prennent les bateaux pour aller dans l'espace Schengen? Mais péril pour qui? Le péril pour non seulement les pays et pour l'Europe. Parce que D'accord. nous Alors, avons des gars qui on a meurent compris. dans la Il y a Méditerranée. eu justement un volet, en tout cas bilatéral, dans cette visite de Angela Merkel qui a rencontré le chef de l'État burkinabé d'abord. Alors, une aide de 46 millions d'euros donc, a été donc, annoncée. Donc de la part de l'Allemagne. Mais ce que je voudrais qu'on aborde, c'est très rapidement en un tour de table, c'est l'échange entre Angela Merkel et puis les étudiants de l'université de Ouagadougou qui ne se sont pas passés exactement comme avec le président Macron. Oui, mais c'est ça le l'université aussi. Oui, voilà. Donc, c'est le même avis que Sarkozy. C'est même À chaque phrase, on Macron, a Est-ce que c'est le même avis? C'est le non, même c'est pas avis. le même avis, mais c'était les mêmes conditions. Aller rencontrer les étudiants de Ouagadougou. Le président pour cette fois-ci n'était pas là, oui. Je ne sais pas si on peut faire le parallèle, mais bon. Je sais pas, il voulait écouter, parce que la jeunesse, c'est l'avenir. Hein, et la jeunesse scolarisée qui est à l'université, c'est quand même cette jeunesse-là avec laquelle les pays européens aussi vont travailler dans l'avenir, dans le partenariat. Donc c'est tout à fait normal qu'elles viennent. Vous savez, dans la politique d'accueil des étudiants étrangers, il y a une dimension intelligence économique. On vise l'avenir. On se dit, quand on reçoit des gens, qu'on les forme, on imagine qu'ils sont beaucoup plus sensibles à nos intérêts lorsqu'ils vont décider. Donc, peut-être, on verra. Là, comparativement, évidemment, il y a moins d'étudiants burkinabés qui vont en Allemagne qu'en France. Mais quand on regarde la courbe, la France n'est plus troisième, mais je crois qu'elle est quatrième dans l'accueil des étudiants étrangers. Et la part de l'Allemagne aussi augmente sensiblement. Ils peuvent viser sur l'avenir. Vous savez, les Chinois, ils parlent de 1000 ans lorsqu'il s'agit de prendre un pari. Ouais. Peut-être c'est la même chose que D'accord, oui. Merkel. Il y a Oui, je pense qu'il y a aussi la dimension échange direct avec la jeunesse africaine. Bon, on ne peut pas ne pas faire le parallèle effectivement, mais il y a au moins ces questions-réponses-là qu'elle a eues directement avec ses étudiants. Et je pense que pour elle, c'était la meilleure manière de prendre le pouls de ce que les Africains ressentent vis-à-vis et de l'Europe et de l'Allemagne. Et tout de suite, on a vu avec la première question de l'étudiant en question, c'est vous qui vendez les armes qui tiennent à nous tuer. Et donc, très vite, vous avez un retour avec ce genre de public qu'on ne boude pas quand on a une telle visite. Oui, vraiment. Le premier élément que je constate effectivement dans ce face-à-face avec l'étudiant, c'est que dans la forme, au moins cette fois-ci, les étudiants, ça a été préparé. On n'a pas pris effectivement on a pris les moins médiocres parmi nos étudiants pour aller, parce que j'ai comme l'impression que face à Macron, on n'a pas effectivement tenu compte de quel étudiant peut aller parler effectivement dans un tel contexte. Et naturellement, on a eu les résultats qu'on a eu. Voilà. Oui, il y avait moins d'étudiants en tout cas que ce qui s'était passé. Voilà.
la fille libyenne. Oui. Non, mais ça veut dire effectivement qu'il y a un bon casting qui a été fait aussi au niveau du choix de ceux qui prennent la parole. Ça aussi, c'est un élément, c'est un premier constat. Deuxième constat, c'est que effectivement cette fois-ci, peut-être c'est un hasard de calendrier, le président n'a pas accompagné Merkel comme il l'a fait avec Macron, qui a un peu augmenté l'adrénaline chez les étudiants parce qu'on a comme l'impression que la présence du président du Faso était encore un surplus de comme on appelle, c'est pas si de motivation, d'incitation à montrer une certaine irrévérence comme certains étudiants semblent qu'en se montrant plus irrévérent qu'on s'exprime le mieux, qu'on se fait écouter. Mais cette fois-ci, on a vu effectivement des postures d'étudiants, parce qu'un étudiant, c'est d'abord quelqu'un qui montre qu'on peut lui faire confiance et qu'il peut incarner l'avenir. Et ça, on a vu ça. Dans le fond, effectivement, les questions qu'on a posées, effectivement, on a vu que les gens sont allés dans le fond. Yassine disait la première question, écoutez, vous, de l'Occident, c'est vous qui vendez les armes, parce que nous n'avons pas les armes de produire les armes. Les armes que les gens utilisent pour nous tuer, c'est vous qui les vendez, mais c'est vous qui voulez nous aider. Ça répond effectivement à un autre débat avec l'Occident pour dire que derrière l'aide au développement, est-ce qu'en même temps nous ne constituons pas on n'est pas dans un marché de dupes. Voilà. Donc ces questions-là, effectivement, ont permis de reposer. Vraiment, cette fois-ci, moi je félicite l'étudiant, je félicite ceux qui ont préparé cette rencontre-là. Et pour une fois, ça montre que si on a la volonté, si on est organisé, on peut faire des choses assez intéressantes, même si on est pauvre. Oui. Dernière réaction sur le sujet. Qu'est-ce que je vais... Bon, il y a effectivement eu la dynamique des échanges entre une dame, une dame très puissante de la planète avec des étudiants quand même qui, bon, pour ce coup-ci quand même ont montré qu'ils avaient de la graine, comme dit, bon, parce que quand même quand on voyait la nature des questions, on savait quand même que c'était quand même assez préparé. Et puis bon, je trouve aussi que bon, c'est vrai que ici, moi je n'ai pas voulu faire le parallèle parce que non seulement c'était pas dans le même genre, le président du Faso n'était pas là, et quand on regarde le discours, ce n'est pas le même genre. Et pour en revenir peut-être même aux études, comme l'a dit Vokouma, bon, c'est vrai qu'on n'en voit pas, mais il y a quand même pas mal aussi d'étudiants aussi en Allemagne. Hein, et la formation en Allemagne, c'est une formation aussi pointue. Quand vous prenez un ingénieur qui se forme en Allemagne, c'est vraiment un gars qui est très capé. Et aujourd'hui, de plus en plus, je veux bien, quand le président Macron est venu ici, il a dit non, il a invité les gens à venir s'inscrire, on va en fait donner des visas pour que les gens viennent s'inscrire. Et puis, mais sur le terrain, après on a vu cette augmentation. Mais en même temps, on voit qu'on a augmenté le prix. Le coût des études. Bon, je crois qu'il y a des villes qui ont dit qu'ils ne vont pas appliquer ça, notamment Marseille, Bordeaux, choses. Mais n'empêche que, par exemple, l'inscription est montée à 2700 €. Ça a été multiplié par 13. Mais voilà, donc il y a tout ça qui fait que, bon, souvent la lisibilité entre le discours, bon, et puis la réalité n'a pas de mal. Je pense que c'est l'un dans l'autre. Merci en tout cas. Voilà. Oui, l'un dans l'autre, ce fut quand même vraiment de bons échanges entre la chancelière et puis les étudiants. D'accord, alors on va parler de la presse. Et non français. Bien sûr, avec cette journée internationale donc, de la liberté de la presse célébrée chaque 3 mai. Donc, alors pour le thème de cette journée cette année, c'était le rôle des médias dans les élections et la démocratie. Mais au Burkina Faso, le thème a été entre griffes tropicalisé. Alors, médias et élections dans un contexte de crise sécuritaire et communautaire au Burkina Faso. C'est le thème en tout cas qui a été retenu par le centre de presse Norbert Zongo. Alors l'une des activités phares de cette célébration, ça a été la présentation du rapport donc, du centre de presse Norbert Zongo sur l'état de la liberté de la presse au Burkina Faso. Bourema, donc je sais que vous en savez beaucoup sur ce rapport. Le président du comité de alors, voilà, que dit ce rapport? J'étais président du comité de pilotage jusqu'au 30 avril. Oui, mais on appelle donc j'ai juste fait les prolongations pour terminer la commémoration du 3 mai. Oui. Non, pour revenir au rapport sur l'état de la liberté de la presse au Burkina Faso, en fait, on a essayé effectivement de baser ce rapport-là sur la viabilité des médias. En fait, l'indice, c'est vraiment les classements, c'est l'analyse sur l'indice de la viabilité des médias au Burkina Faso. Parce que la liberté de presse
le principal substrat de la liberté de la presse, c'est la viabilité des entreprises de presse et des médias de façon générale. Si on a des médias qui ne peuvent pas tenir la route, quelles que soient les garanties institutionnelles et législatives que nous avons, vous n'allez pas avoir, parce que la liberté, ce n'est pas seulement les garanties. La liberté, c'est son exercice. Or, pour l'exercer, il faut quand même un minimum au niveau de ces médias. Et la viabilité tient compte à la fois du professionnalisme des acteurs, de l'environnement économique, donc du modèle économique, de l'organisation et le fonctionnement, et aussi la question du traitement de l'information, la collecte et le traitement de l'information elle-même. Donc, analyser tout ça, on s'est rendu compte qu'en dépit de la situation du contexte sécuritaire et économique assez difficile, la liberté de la presse se porte plutôt bien au Burkina Faso, puisqu'on a une note qui est une note de 2,90 si je m'abuse, qui reflète, dans les classements normaux, c'est sur 4. Donc, il y a une situation plutôt 2,68 ou 2,68. Oui, 2,68. Voilà. C'est 2,68. Et ça fait, donc, on a fait un progrès de 0,04 parce que l'année passée, on était à 2,64. Oui. Voilà. Donc, malgré la situation, on a, au niveau de la liberté de la presse, une situation plutôt bonne. Et ça corrobore avec les classements des Reporters sans frontières. Parce que dans l'analyse du classement, on est, au plan international, on est classé 36e sur 180 selon Reporters sans frontières. Et quand on regarde l'analyse faite par Reporters sans frontières aussi, la situation de l'état de la presse au Burkina Faso est plutôt bonne. Ça veut dire qu'on a, au plan institutionnel, il ne suffit pas d'entrave à l'exercice de la liberté de la presse, même si effectivement il ne suffit pas d'avoir de bons textes, il faut que les textes soient appliqués, il faut que les acteurs Justement, puissent... alors malgré ce classement au plan national et international qui semble assez reluisant, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la liberté de la presse est une réalité au Burkina? Dieudonné Zoungrana, vous qui êtes donc patron de presse et puis qui cherchez en tout cas toutes les informations tous les jours dans ce pays. Oui, je pense que la liberté de presse, quand on regarde le temps, quand on regarde le paysage médiatique, c'est vrai que de temps en temps, on a des titres qui paraissent comme champions après printemps, après qui disparaissent, qui reviennent. Il y a tout ça, il y a le temps, il y a de moins en moins de prédateurs de la liberté de presse. Avant, ils en existaient, il y avait, maintenant, il y a moins en moins. Et je pense que ce n'est pas un hasard, on est 36e, on a même gagné 7 places, 5 places parce qu'on était 42e. Quoi. Et sur le plan africain, on est demeuré à la même place, 5e. Je pense, hein. Par contre, on a fait un bon, je pense. Oui. Voilà. On a reculé. En 2018, on était 41e au plan mondial, oui. Mais 4e au plan africain. Et maintenant, on est 5e. Ça veut dire qu'au plan africain, on a reculé, mais on reste le premier pays africain francophone. Voilà. Donc, on est dans le top 10. Et par exemple, des pays comme le Bénin a reculé. Le Ghana aussi a reculé, eu égard justement à l'assassinat du journaliste d'investigation qui investiguait sur les ripoux dans le milieu du sport. Donc je pense que l'un dans l'autre, la liberté de la presse a vraiment gagné en galon. Maintenant, je vais rebondir sur une phrase qu'a dit Bourema lors de sa conférence. Il faut qu'on se structure, mieux se structurer. Mieux se structurer parce que je pense qu'aujourd'hui, les médias, il y a la CEP, il y a au niveau de la télé, il y a des zones, mais on n'est pas encore vraiment une congrégation, comment je vais dire, on n'a pas, moi je ne peux pas parler d'ordre parce que l'ordre je ne sais pas, mais on n'est pas encore structuré. Ce qui fait que je le dis, quand un journaliste a des problèmes, on ne sent pas la corporation. Regardez, je prends le cas par exemple des avocats. Ils s'étripent dans les prétoires pour défendre un client. Mais toucher à un avocat, je ne dis pas que si un journaliste va voler à Rodwoko, en tout cas, on doit faire bloc derrière lui parce que là, c'est... Mais quand un journaliste est attaqué dans le cadre de l'exercice de sa profession, souvent, on ne sent pas vraiment que la profession... Certains même se gargarisent. À peine même si on a bien compris votre position sur... Non, j'ouvre la parenthèse parce que quand il dit mieux se structurer, c'est ça. Ensuite, quand il dit mieux se structurer, je pense aussi qu'il parle de l'existant. Mais l'existant est fonction de quoi?
comme disait un de nos formateurs, pour regarder que votre entreprise va bien, il faut regarder dans la trésorerie. Si on doit mieux se structurer. Or, aujourd'hui, de plus en plus, les médias ferment parce que la conjoncture économique nous frappe. Donc, il y a ça qui est une grave menace, et comme dirait un de nos dévanciers, la misère dans le journalisme, dans du journalisme de misère. Dans son message, en tout cas à l'occasion de cette journée mondiale de la liberté de la presse, le ministre donc, de la communication a invité, entre griffes, les différents journaux, en tout cas la presse, de faire en sorte que, en tout cas, ces différents médias soient viable sur le plan économique avant de est-ce que ça c'est ça relève plus des médias, non? On va écouter Yacine. On écoute Yacine. Parce que c'est justement tout ça. Tout de suite, dans le premier thème, il a parlé d'infantilisation. Moi, je pense qu'ici, justement, parlant de nous, on nous infantilise. Aujourd'hui, le premier, c'est gargariser de notre liberté de la presse. Ce qui est évident, on est plus ou moins libre dans le site de fonction. Ce sont les dirigeants. Mais qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui prouve aujourd'hui que cette paupérisation des médias, on ne compte pas dans la socio-économie de nos médias, la dette de l'État qui ne va pas être résolue parce qu'on a tellement eu de... Elle n'a jamais été résolue. Elle ne va pas être résolue. Et il y a ça, qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas une volonté? Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas une manière de tourner, de vous rendre, parce que vous êtes libre quand vous mangez à votre faim. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a tout ce qu'il y a comme bataillon de textes qui sont là et qui ne sont pas appliqués. On a la fameuse ANAIP. Tout ça, ça a été pris et ça s'est présenté pour nous dire nous sommes libres. Mais dans les faits, vous allez brandir le décret d'accès à l'information à un ministère. Pour ne pas vous couper dans le message, en tout cas du ministre, on cite par exemple, j'ai fini pour l'adoption de la loi sur la dépénalisation donc des délits de presse. Ça, c'est des avancées quand même. Alors, vous n'allez plus en prison, mais vous payez 1 milliard. Oui, la dépénalisation. Avec que l'État vous doit. On laisse Yacine terminer. Justement, pour moi, c'est tout ça qui participe de l'infantilisation des patrons de presse et des organisations professionnelles de médias par l'État. Parce que on brandit tout ça pour dire oui, nous donnons les accès à nos médias pour qu'ils soient libres. Nous gagnons chaque année de nouvelles places dans le rang mondial ou africain. Mais dans les faits, vous avez les deux points, que ce soit sur le nerf de la guerre, qui est l'argent. On serre les goulots, l'État ne paye pas sa dette, vous êtes tous les jours embués dans des dettes, et ensuite on a pris des textes, c'est bien beau là, il y a autant de textes qui sont là aujourd'hui pour garantir l'accès à l'information, mais qui ne sont pas appliqués. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous plaindre si quelqu'un ne vous donne pas l'information. D'accord, alors on va écouter Bokuma sur ce point, parce qu'on vous a... Oui, Bokuma, qu'est-ce que vous pensez en tout cas donc, de cette commémoration, et puis donc de la question qui est posée sur la table, la viabilité donc des entreprises de presse au regard en tout cas des efforts qui ont été faits, comme je le citais en tout cas tantôt, l'adoption de la loi sur la dépénalisation donc des délits de presse, l'appurement des dettes, et c'est pas moi qui le dis, donc de la presse, et puis la mise en place du fonds. Non, j'ai fini du fonds, voilà, moi je lis. Oui, vous allez avoir la parole pour en parler. Alors on parle également de la mise en place du fonds d'appui à la presse privée. On ne laisse parler. Vous avez eu l'occasion de... Je tiens à vous allez vous exprimer. Que la liberté de la presse soit une réalité au Burkina, personne ne peut contester ça. Ça, c'est vrai. Quand on regarde la tonalité, la manière dont on traite l'information, c'est comparativement aux autres pays. Bon, c'est pas pour nous jeter des fleurs, mais en tout cas, moi, je suis fier de la presse burkinabé. Parce que on trouve toutes les tendances, toutes les sensibilités dans le traitement de l'information. Donc ça c'est un point qui est capital, mais qui n'est pas donné définitivement. Donc il faut travailler à conserver ça et à l'améliorer. Maintenant, mais la vraie liberté de la presse, c'est ce que vous avez tous évoqué. C'est la liberté économique. Oui, quand vous avez des journalistes, une structure de médias qui est endettée, qui n'a pas les moyens d'envoyer des journalistes sur le terrain, parce que c'est ça le cœur de l'information, le journalisme, le reportage. Envoyer quelqu'un aller voir, c'est ça le genre par excellence du journalisme. Mais ça coûte cher.
Ça coûte cher, plus cher que d'envoyer quelqu'un. Oui, mais alors qui est responsable de ça? Est-ce que c'est l'État qui doit donner l'argent aux médias privés et publics pour qu'ils puissent fonctionner? Voilà, il faudrait fonctionner. Ou bien comment ça se passe? Alors, en créant l'entreprise, on s'est dit peut-être que le promoteur a pris les garanties nécessaires pour faire fonctionner l'entreprise. On ne peut jamais prendre toutes les garanties nécessaires. Mais ailleurs, vous avez des structures privées, de grosses structures privées, qui investissent dans les médias, mais qui n'interviennent pas forcément dans la ligne éditoriale. Vous prenez Le Monde, Libération, Le Figaro, le Washington, c'est des grosses entreprises qui sont derrière. Ce n'est pas le cœur de leur métier c'est autre chose. Mais ils investissent parce que c'est un outil d'influence. Est-ce que le privé burkinabé a cette lecture de l'information? Non. Est-ce que le privé sent la nécessité aujourd'hui, pour conforter les entreprises de presse là, de soutenir les entreprises de presse sans forcément s'ingérer dans le traitement de l'information parce que ce n'est pas le cœur de leur métier? Non. Ça, ce travail-là qu'il va peut-être faire et qu'il va peut-être arriver un jour. Parce que... 2 minutes. Je vais dire que... Je réclame la parole. Oui, mais la liberté... Alors, moi, j'ai la liberté de donner la parole à qui je veux. Voilà, ça y est, parlant de... Bon, on ne conteste pas ce que le ministre a dit, mais comme l'a dit Yacine, il y a quand même le texte, la dépénalisation. Effectivement, il n'y a plus la privation de la liberté, on va plus... Mais le quantum déjà... Je vous défie, même les vieux journaux, je vous défie le quantum là. Un journal qui paye 2 fois 5 millions, 15 millions, demain il met la clé sous le paillasson. Ça c'est un. Et puis vous avez évoqué le fonds d'appui à la presse. Bon, je vais laisser à Bourema d'en parler parce que moi on en a assez parlé. J'ai toujours dit, c'est vraiment, c'est une arlésienne qu'on brandit depuis 5 ans. Oui, là on va le fonds d'appui. Mais où est ce fonds d'appui là? Et prenez, M. Sayon, quand vous allez quitter ce plateau, prenez le soin, en vous amusant, de prendre les journaux qui ont fermé depuis 2 ans. Vous allez voir que c'est effarant. Donc, j'en reste là. Pour que ma langue ne fauche pas, je laisse la parole à Bourema. D'accord. Voilà. Alors, moi je dis, il y a tout ce que le ministre a cité comme acquis. Mais en fait, ce n'est que des acquis laissés par la transition. Qu'est-ce que ce gouvernement a fait depuis qu'ils sont au pouvoir pour améliorer l'environnement de la presse? Rien du tout. Ce gouvernement a de la peine à mettre en œuvre le fonds d'appui à la presse. Pendant 4 ans, ils n'ont pas réussi à opérationnaliser un fonds d'appui à la presse privée. C'est ça les efforts pour créer un environnement favorable à la... Quand on parle de dépénalisation des délits de presse, mais cette dépénalisation, c'est la loi CNT. Qu'est-ce que le gouvernement actuel a fait par la suite? Donc si on doit surfer, si c'est ça qui constitue les éléments, les principaux facteurs de notre liberté, de notre classement au plan mondial, on le doit à la transition, mais pas au pouvoir actuel. Ça c'est le premier. C'est vrai que l'État est une continuité. C'est normal. Mais l'honnêteté voudrait qu'on reconnaisse qu'il y a des efforts qui avaient été faits depuis longtemps. Nous, on essaie, mais on n'a pas pu encore faire quelque chose. Ça aurait été, on aurait pu apprécier à sa juste valeur. Troisième chose, quand on dit que la dette a été apurée, c'est extrêmement faux. Moi, je dis, je défie le ministre, c'est faux. On ne dirait pas que c'est faux. Non, moi, je dis, c'est pas vrai. Moi, je dis, c'est pas vrai. Non, honnêtement, je le dis, en tout cas, c'est loin de la vérité. Vous savez ce que les ministères c'est loin de la vérité. C'est loin de la vérité parce que tous autant que nous sommes, même dernièrement on a fait une réunion, même dernièrement on a fait une réunion au niveau de la CEP et on a décidé de redocumenter les créances que l'État nous doit depuis. Parce que quand on dit qu'on a apuré, vous payez les dettes de 2013, 2014 et en 2016, mais vous oubliez ce que vous-même vous avez fait comme dette de 2016 jusqu'en 2019. Donc ça se prolonge. En quoi c'est apuré? Oui, non, on va dire qu'il y a une partie qui a été apurée. Il y a une partie qui a été, en fait, il y a une partie qui a été réglée, mais on a dit que la dette a été apurée. Donc, moi, je crois qu'il faut qu'on sorte du discours politique tendant à embellir les choses pour affronter la réalité. C'est ça aussi notre capacité à apporter des réponses. Alors, dans les défis qu'il faut relever, alors, on parle donc de l'effectivité de cette convention collective qui, vraiment, depuis 2009, je pense, peine en tout cas à être concrétisée. Et sur le terrain, alors il y a également la mise en œuvre de la loi
portant accès à l'information publique et aux documents qui restent aussi... Convention collective. C'est pour ça qu'il dit il faut que chacun joue sa partition. Si l'État joue sa partition, cette convention collective-là, mais ça c'est depuis que nous-mêmes on soit patron, on a été journaliste dans les rédactions. Cette convention collective n'a jamais été appliquée. Donc, il faut que chacun joue sa partition. Aujourd'hui, je vous dis, les médias ont survécu. Je parle en tout cas, c'est que du peu que je sais, on survit. Et si vous survivez, mais pour un rien, c'est vraiment une entreprise tellement fragile que pour un rien, vous fermez. Oui. Donc, si on consolide pas ça, alors, il faut qu'on évolue. Oui. Au moment où on signe la convention collective, j'ai du temps où, comment on appelle, non, pas Luc Adolphe Tao, Tertus Zongo était Premier ministre. Et en fait, c'est Luc Adolphe Tao, en son temps président du CC, qui nous avait accompagnés effectivement dans la négociation. L'État s'était engagé effectivement à dire aux responsables d'entreprises de presse, allons à la signature de cette convention collective, il y aura un appui de l'État et on allait discuter des modalités. Mais dès qu'on a signé la convention collective, il n'y avait plus personne avec qui discuter. C'est lui, quand Adolphe Tao était Premier ministre, qu'il a relancé la discussion et qu'on avait mis en place une commission. Là encore, le même gouvernement nous a traîné jusqu'à l'insurrection populaire. C'est sous la transition qu'on a repris certaines propositions qui ont été retraduites dans les textes par la mise en place du fonds d'appui à la presse privée, la dépénalisation des délits de presse, mais il y avait la question de la fiscalité qui était restée, il y avait la question de l'augmentation de la subvention. C'est vrai que le CNT avait augmenté de 200 à 400 millions, mais quand on regarde 400 millions pour 150 entreprises, quand on répartit, même si on donne, le plus gros montant que les gens puissent avoir, c'est 8 millions. Ça, c'est les radios, les télés et autres. Mais est-ce qu'une télé, 8 millions, est-ce que ça vous suffit pour fonctionner une semaine? Ça est très difficile. Mais qu'il faut les organisations professionnelles des médias. Voilà. Pour nous défendre. Oui, bien mais sûr. Le problème, c'est que la question de chaque fois taper sur le point de la table. Pourquoi pas, si c'est ce qui marche aujourd'hui, de sortir dans la rue comme certaines personnes. Peut-être que nous aussi, il faut qu'on grève et puis qu'on marche. Peut-être c'est ça. Et ça rejoint la meilleure structuration, parce que je doute que, comme dans d'autres pays, si un jour on décide de faire journée sans médias, vous allez voir, certains ne vont pas sortir, mais d'autres, des marocains, vont sortir. On le réussit comme le 13 décembre. Quand on lance les trucs, les gens respectent. Norvège, c'est autre chose. Mais souvent, je doute, quoi. Je ne dis pas que j'ai raison, mais je doute que tout le monde accepte. Voilà, votre position. En dépit de tous les problèmes qui ont été énumérés ici, qui sont exacts, je voulais quand même qu'on fasse beaucoup attention sur les sources d'information. Ces derniers, depuis 2 semaines, il s'est passé 3 informations qui étaient totalement fausses et qui ont été relayées comme ça sans vérification. La première, c'était l'information selon laquelle une firme chinoise a réservé le label Faso d'Anfani. Bon, ça a été, ça fait du bruit, tout. Il suffisait d'appeler l'OAPI pour vérifier. Bon, c'était faux. C'était faux. Oui. C'était pas vrai. La deuxième source, c'est le prêtre de Dori qui a été enlevé et qu'on a pendu, on a dit qu'il était pendu alors que c'est pas vrai. Et dans le contexte actuel, puisque le thème de cette année même a lien avec la paix, la sécurité, dans le contexte actuel, je trouve d'ailleurs que l'Église n'a pas assez communiqué dessus parce qu'il faut rapidement démentir cette information-là. Il ne faut pas laisser croire qu'il y a un conflit communautaire dans nos pays. Ils ont démenti, non? Oui, non, mais ça a été trop tard. Ça a été trop tard. J'ai dit 2 jours après. C'était 2 jours après. Ensuite, la deuxième information, la troisième, c'est l'information selon laquelle les Burkinabés ne peuvent plus voyager aux États-Unis. Aux États-Unis, oui. Mais tout le monde a relayé cette information aussi sans... Il a fallu le démentir du ministre. Voilà. D'accord. En tout cas, oui. Non, ça, ce sont des démarches élémentaires qu'on doit avoir en dépit des problèmes que nous avons, des difficultés que nous avons, parce que ça y va aussi de notre crédibilité. D'accord. En tout cas, je pense que ce soit en tout cas pendant les activités commémoratives de cette journée internationale de la liberté de presse, dans le message en tout cas du ministre, des appels ont été lancés à plus de professionnalisme dans le métier. Alors, les débats ont été tellement passionnants, il nous reste 5 minutes. Je ne sais pas finalement ce qu'on fait. Alors, on parle, comme on est libre,
livre bref, on parle de quoi? On parle du Bénin ou bien des enseignants? On en a largement parlé. On en a déjà parlé assez de temps pour discuter de ces sujets. Mais bon, je crois qu'on pourrait aller sur le Bénin. Le Bénin, voilà. Donc, vous l'avez suivi. Donc, après les élections législatives du 28 mai au Bénin, le 1er avril, pardon, oui. Alors, la date, en tout cas, du 1er mai a été marquée par des manifestations qui se sont soldées par des morts, 3 si je ne m'abuse. Alors, ces manifestations sont consécutives donc, à ces élections dont je parlais. Des leaders de l'opposition, notamment l'ancien président Yahi Boni et Nicéphore Soglo, avaient demandé donc l'arrêt du processus. Alors, comment très rapidement vous analysez la situation donc, au Bénin? Hyacinthe. Alors, déjà, les clés de lecture de la situation au Bénin sont assez difficiles avec tout ce qu'il y a eu comme enchaînement d'actualité. Parce que il y a le rendez-vous électoral à part, et puis il y a les velléités des uns et des autres, notamment des chefs de l'État, qu'il faut prendre en compte. Pour moi, déjà, c'est assez étonnant, venant de l'homme, son histoire et de la carrière qu'il a voulu montrer, qu'on en vienne à cette situation. Alors, toute la question que je me pose, c'est où il veut aller avec ce genre de manœuvre. Et tout ça, pour moi, n'est pas de nature, en tout cas, à me rassurer sur les prochains jours, en tout cas, c'est pour une certaine accalmie au Bénin, en tout cas, sur le plan, que ce soit social, que ce soit politique. En tout cas, au regard du contexte dans lequel ce scrutin, en tout cas, s'est déroulé, beaucoup avaient appelé, comme je le disais, à l'arrêt du processus. Mais quand on regarde également le taux de participation donc, à cette élection qui avait été boycottée par l'opposition. Oui, bon, mais on parle de 22, 23. Le Conseil constitutionnel a donné 27. Oui, donc, voilà. Mais on avait d'abord annoncé la Sénat a donné 22%. Voilà. Et le Conseil a donné 27. Le Conseil a donné 27. Voilà. Donc, voilà. Alors, est-ce qu'il faut tenir compte donc, de ces résultats quand on sait que c'est que 27% des électeurs qui ont pris part à ces élections? Oui, la question de fond, est-ce que ces 73% des Béninois vont accepter que la décision, que le fait que le vote de 27, 23 ou 27% là dirige le Bénin pour en tout cas la législature actuelle? C'est ça toute la question. Est-ce que la rue qui grogne, elle va finir par ranger les crampons ou effectivement elle va tenir effectivement à ce qu'il y ait une reprise des élections? Parce que s'il y a un rapport, là, c'est une question, ça sera en ce moment une question de rapport de force. Et s'il y a un affrontement, j'ai comme l'impression que le rapport de force est du côté de ceux, vu des résultats, en tout cas, du côté de ceux qui demandent la reprise des élections. Et la question de fond, Hyacinthe le disait, c'est qu'avec de tels mandats, on ne sait pas effectivement vers où va le président Talon. Qu'est-ce qu'il veut effectivement faire du Bénin? Parce qu'on a comme l'impression que passer les premiers moments d'euphorie où il avait donné l'impression d'être venu pour changer, pour créer la rupture au Bénin, il est en train de travailler à tout renvoyer à lui-même, aussi bien au plan économique, parce qu'il semble qu'il s'est accaparé pratiquement tout ce que le Bénin compte sur le plan économique, le porc, le coton et tout, je ne sais quoi. Il a même créé des sociétés pour louer des voitures à l'État. Donc, du coup, oui. Est-ce qu'il est là pour faire ses affaires avec le Bénin ou bien il est là pour faire pour avancer le Bénin? En tout cas, ce qui est sûr, le Bénin qui était jusque-là considéré comme le laboratoire de la démocratie, au vu de ce qui s'est passé depuis 1991 jusqu'à aujourd'hui, est en train de nous inquiéter. On a comme l'impression qu'il y a une dérive au sommet de l'État qui risque d'avoir des conséquences fâcheuses. D'accord, oui. Non, moi je peux comprendre à la limite que le milliardaire président veuille un peu mettre de l'ordre dans la kyrielle de partis, parce qu'il y a 250 partis politiques au Bénin. Mais de là à vouloir réduire les élections législatives à 2 partis, qui plus roulent pour lui, oui. Je crois que c'est vraiment un pas qu'il a franchi, surtout dans ce Bénin, qui a eu vraiment à tester dans le bouillonnement fébrile de la première conférence nationale dans les années 90. Je crois que, comme nous l'avons écrit, Talon a confectionné la verge pour le fouetter. Parce que... Oui, mais il y en a qui pensent également que
Yahi Boni, par exemple, en appelant, donc, en donnant un ultimatum à jeter de l'huile sur le feu, il aurait pu agir. Il y a cette lecture-là, parce que quand même le Bénin même a toujours vraiment été le phare. Même, regardez, il y a eu même un moment où il y a eu un triumvirat là. 3 présidents qui se succédaient, le triumvirat à Piti, à Omadagbe et puis Hubert Maga, et ça marchait jusqu'au coup d'État du caméléon. Donc même sous ces gens-là, plus ou moins mais je pense effectivement aussi, comme on l'a dit, il y a quand même un passé qui ne passe pas entre Boni Yahi et puis Talon, et il y a l'histoire de l'empoisonnement qui existe entre les deux, parce que je crois que chacun veut en découdre. Je ne sais pas, est-ce que ces velléités-là vont continuer à empoisonner le Bénin? Je ne sais pas, mais entre ces deux-là, il y a l'histoire d'empoisonnement là qui ne passe pas. Qui ne passe pas, oui. Alors, dernière réaction sur ce sujet. Pour comprendre ce qui se passe au Bénin, il faut avoir à l'esprit une chose. Talon a une théorie selon laquelle un chef d'État ne se fait pas réélire sur son bilan, mais sur sa capacité à détruire l'opposition. Il a expliqué lors d'une émission de télé. Oui, un chef d'État ne se fait pas élire sur son bilan, mais sur sa capacité à neutraliser son opposition. Oui, justement, les conditions en tout cas, pour déposer les dossiers pour cette élection ont été assez verrouées. Sauf que beaucoup de listes ont été rejetées. Il a revu le code électoral, il a mis des critères assez contraignants, 250 millions pour être candidat à l'élection présidentielle, 249 millions pour déposer une liste électorale. Et ensuite, ils ont créé un certificat de conformité qui est délivré par le Conseil constitutionnel, dont le président est son avocat, l'ancien avocat au sujet de l'affaire de l'empoisonnement, c'était son avocat. Donc, il a corsé. Vous voyez, donc c'est ce Conseil constitutionnel qui délivre les certificats de conformité. Résultat, deux blocs. C'est pas, en fait, c'est 150 partis politiques qui se sont réunis en 2 blocs, mais proches de lui, qui ont eu ces fameux papiers, certificats de les conformité. documents, oui. Voilà. Donc, ce sont eux qui se sont retrouvés et qui ont gagné les 83 sièges à l'Assemblée nationale. Donc, en écartant les grands partis de la Renaissance du Bénin, Force Cori pour le Bénin émergent et tout. Bon, on ne peut pas. Demain, on ne peut pas penser que le Bénin va retrouver la démocratie normalement avec cette démarche-là. Voilà, on est malheureusement à la fin comme une entreprise de l'émission. C'est tout pour aujourd'hui. Merci en tout cas pour vos différentes contributions. Merci à vous de votre fidélité. Je rappelle très rapidement que j'étais sur ce plateau avec Joacin Vokouma de Kasseto.net, Dieudonné Zungwana de Aujourd'hui au Faso, Bourema Ouedraogo du journal Le Reporter et puis Yacinthe Sanou de Omega FM. Restez en compagnie de nos programmes. L'information revient tout à l'heure à 13h dans une présentation de Draman Dadian.